La pauvre veuve a offert un abri à un inconnu après qu'il ait frappé à sa porte en pleine tempête, mais elle n'imaginait pas qu'il était un... La pluie martelait les tuiles usées de la vieille maison de pierre comme un millier de doigts impatients. Dans la cuisine, seule, Claire Moreau versait de l'eau chaude dans une tasse ébréchée, les mains encore engourdies par le froid. Le feu dans la cheminée peinait à réchauffer la pièce, et l'horloge murale battait lentement, rythmant la solitude qui remplissait chaque recoin de sa demeure. Cela faisait déjà 6 hivers qu'elle vivait seule, depuis que la mort brutale de son mari l'avait arrachée à une existence qu'elle croyait banale mais stable. À 38 ans, elle partageait son quotidien avec le silence, les souvenirs et les saisons. La nuit s'annonçait particulièrement rude. Les bourrasques secouaient les volets, et le vent s'engouffrait sous les portes malgré les linges qu'elle y avait coincés. Dans la petite vallée entourée de montagnes, les tempêtes arrivaient sans prévenir, emprisonnant les habitants dans leurs maisons pour des jours parfois. Claire, habituée, avait fait ses provisions. Elle comptait passer la soirée à tricoter, avec pour seule compagnie le craquement du bois et le hurlement du vent. Mais un bruit inattendu fendit l'habituelle monotonie. 3 coups secs à la porte d'entrée. Elle sursauta, sa tasse manquant de lui échapper des mains. À cette heure, sous un déluge pareil, personne ne venait frapper aux portes des autres. Elle resta figée un instant, l'oreille tendue. Les coups se répétèrent, plus faibles cette fois. Intriguée autant qu'angoissée, elle se leva lentement, attrapa la lampe tempête posée près de la cheminée et s'approcha du seuil. « Qui est là ?» lança-t-elle sa voix tremblante mêlant peur et prudence. Une voix d'homme à peine audible sous la pluie répondit « Je suis désolée, je suis perdue, je n'ai nulle part où aller. » Claire ouvrit lentement, la porte grinça sur ses gonds. Un homme se tenait là, trempé jusqu'aux os, les cheveux collés au front, le manteau noir dégoulinant. Il semblait épuisé, à bout de souffle. Une éraflure sanguinolente zébrait sa tempe droite. Il ne portait ni sac à dos, ni parapluie. Seulement une vieille valise de cuir à la main, si lourde qu'elle semblait peser autant que sa misère. « Mon Dieu, entrez !» dit-elle, s'effaçant pour le laisser passer. Il franchit le seuil avec lenteur, ses chaussures traînant sur le parquet. Claire referma la porte rapidement, retenant un frisson. Elle le guida vers la cuisine, l'installa sur une chaise près du feu, puis courut chercher une serviette et une couverture. « Merci » murmura-t-il, la voix rauque, comme usée par des kilomètres de silence. « Je vais vous préparer quelque chose de chaud » dit-elle sans oser le regarder trop longtemps. Il dégageait une étrange aura, mêlée de fatigue, de mystère et d'un charme discret. Pendant qu'elle s'affairait à la soupe, elle jetait des coups d'œil furtifs vers lui. Il ne disait rien, observait la flamme avec une intensité presque douloureuse. Sa valise, posée à ses pieds, ne le quittait pas d'1 centimètre. Claire nota ce détail sans s'y attarder. « Vous êtes blessé » fit-elle remarquer en posant une assiette devant lui. Il toucha sa tempe du bout des doigts comme s'il ne s'en était pas aperçu. « Rien de grave, juste une chute. Je vous remercie, madame. »« Claire » répondit-elle. « Claire Moreau. » Il inclina la tête, reconnaissant. « Alexandre » dit-il simplement, sans nom de famille, sans plus d'explication. Elle hocha la tête, sans poser davantage de questions. Il avait ce regard des gens qui reviennent de trop loin pour qu'on insiste. Elle le laissa manger en silence, et quand il eut terminé, elle l'invita à dormir dans la chambre d'amis, la seule pièce de la maison qui avait gardé le papier peint fleuri d'un autre siècle. Il accepta d'un signe de tête, éteint, vidé. Dans le couloir, avant de fermer la porte, Claire hésita un instant. Devait-elle vraiment héberger un inconnu? Elle n'avait pas de voisins proches, pas de téléphone fixe qui fonctionne par ce temps, et son portable ne captait presque jamais dans la maison. Mais quelque chose en elle, un élan instinctif peut-être, lui disait qu'il ne représentait aucun danger. Quand elle regagna sa propre chambre, la tempête dehors redoublait. Les fenêtres vibraient sous les rafales et le toit semblait gémir sous la pression du vent. Pourtant, malgré l'angoisse latente, elle sentit le sommeil l'emporter plus vite que d'habitude. L'image de l'homme aux yeux fatigués lui resta dans l'esprit, comme une énigme à résoudre. Elle ne savait pas encore que ce simple geste d'humanité allait bouleverser sa vie à jamais, car parfois une tempête n'apporte pas que la pluie. Elle apporte des vérités enfouies et des étrangers qui ne sont peut-être pas venus par hasard. Le lendemain matin, les premières lueurs grises de l'aube filtrèrent à travers les rideaux épais de la cuisine. Claire, enfilant un gilet en laine par-dessus sa chemise de nuit, descendit lentement l'escalier en bois,
attentive au moindre bruit. Tout était calme. Le poêle s'était éteint pendant la nuit et l'air glacé de la maison la fit frissonner. Elle mit de l'eau à bouillir et alluma de nouveau le feu en tentant de ne pas penser à la présence silencieuse de l'homme endormi à l'étage. La tempête dehors n'avait pas faibli. Le vent continuait à siffler, soulevant des tourbillons de neige fondus sur le chemin. Dans un village comme le sien, une météo pareille signifiait l'isolement total pendant plusieurs jours. Alexandre descendit une demi-heure plus tard, vêtu des mêmes vêtements, légèrement séchés par la chaleur de la nuit. Il avait rasé sa barbe naissante avec un vieux rasoir qu'elle avait laissé sur le bord de l'évier, et ses cheveux encore humides retombaient en mèches sombres sur son front. Il avait l'air plus présent, mais toujours aussi fatigué, comme si un poids invisible alourdissait chacun de ses gestes. Claire lui tendit une tasse de café brûlant. Il la prit avec gratitude, sans dire un mot. Puis, s'asseyant à la même place que la veille, il observa les flammes qui reprenaient dans l'âtre. Pendant quelques minutes, aucun des deux ne parla. Ce silence n'était pas gênant, mais plutôt chargé d'un respect mutuel, comme si chacun comprenait intuitivement qu'il valait mieux ne pas précipiter les choses. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, presque rauque. « Merci encore. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne m'aviez pas ouvert. » Claire répondit d'un simple hochement de tête. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle n'était pas du genre à juger trop vite, ni à poser des questions qu'on n'a pas envie de poser. Mais elle observait. Elle notait les détails. Le regard d'Alexandre, par exemple. Ses yeux sombres, aux cernes creusées, ne regardaient jamais longtemps la même chose. Comme s'il calculait en permanence les issues, les ombres, les silences. Comme s'il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Il mangeait lentement, mécaniquement, comme si mâcher était une action à laquelle il fallait penser. Il avait une manière élégante de porter sa tasse, de remercier, de s'asseoir. Cela ne collait pas avec l'image d'un simple voyageur égaré par une tempête. Il parla peu ce jour-là. Claire lui proposa de rester tant que la météo resterait mauvaise. Il accepta, sans protester, comme s'il savait qu'il ne pouvait aller nulle part. Le soir venu, la radio locale confirma que les routes étaient impraticables dans la région et que plusieurs lignes électriques étaient coupées. Personne n'entrerait ni ne sortirait de la vallée avant plusieurs jours. Alexandre semblait soulagé, paradoxalement. Il n'avait pas l'air pressé de reprendre la route. Il passait le plus clair de son temps assis près du feu, à lire un vieux livre trouvé sur une étagère ou simplement à regarder les flammes danser. Claire, elle, reprenait ses routines habituelles, mais avec une attention constante portée à son invité. Elle avait hébergé des gens auparavant. Des amis de passage, quelques touristes perdus l'été, un couple de randonneurs surpris par l'orage. Mais jamais elle n'avait ressenti cette forme de tension latente, ce mélange de politesse et de secret. Alexandre ne posait aucune question sur elle, sur la maison, sur la région. Il acceptait tout sans commentaire, comme s'il savait déjà. Au troisième jour, alors que la pluie avait momentanément cédé place à un brouillard épais, Claire l'observa par la fenêtre. Il était dans le jardin, debout sous une vieille treille morte, sa valise toujours à la main. Il ne la quittait jamais. Même à l'intérieur, elle restait à portée de vue, parfois posée au sol, parfois sur ses genoux. Il n'en parlait pas, ne l'ouvrait jamais et refusait qu'on y touche. Claire, naturellement discrète, n'avait rien dit, mais elle commençait à sentir que cette valise représentait plus qu'un simple bagage. Un soir, alors qu'il partageait un verre de vin près du feu, Alexandre s'autorisa un sourire. « Vous avez une belle maison. Elle a une âme. » Claire répondit sans détour. « Elle appartenait à ma grand-mère. Mon mari et moi l'avons rénovée. Enfin, un peu. Il est mort il y a 6 ans. Depuis, je fais ce que je peux. » Alexandre ne répondit pas. Il sembla peser ses mots avant de murmurer « Je suis désolé ». Claire observa son profil. Il paraissait sincèrement affecté. Ce n'était pas un simple mot de politesse. Elle lui posa alors pour la première fois une question directe. « Et vous, Alexandre? Vous venez d'où » Il marqua un temps, but une gorgée de vin, puis reposa le verre lentement. « De loin. Mais je ne suis pas en cavale, si c'est ce que vous craignez. J'avais besoin de disparaître un moment. Cette tempête m'a juste offert un endroit pour le faire. » Elle ne répondit pas. La tension était palpable, mais elle ne voulait pas le pousser. Elle sentait qu'il n'était pas dangereux, qu'il n'avait rien d'un homme violent. Il semblait plutôt brisé, fatigué d'avoir dû lutter trop longtemps. Les jours passèrent,
et Alexandre s'intégra doucement au rythme de la maison. Il aidait à couper du bois, portait des seaux d'eau, réparait des bricoles ici et là. Il ne se plaignait jamais. Claire appréciait sa présence, même si elle gardait une certaine distance. Il y avait en lui une élégance discrète, un raffinement silencieux, incompatible avec la rudesse de leur environnement. Cela la troublait. D'où venait-il réellement? Que cherchait-il à fuir? Un après-midi, alors qu'elle rangeait la buanderie, elle trouva un gant d'homme différent des autres. En cuir fin brodé de l'intérieur, elle le reconnut immédiatement. Il appartenait à Alexandre. Ce n'était pas un gant de randonneur. C'était un accessoire coûteux, fabriqué sur mesure. Et cela ne collait pas avec l'image qu'il projetait. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle observa de nouveau son hôte. Il lisait, la valise à ses pieds, les yeux posés sur les lignes, mais l'esprit visiblement ailleurs. Claire sentit un frisson lui remonter l'échine. Il y avait tant de choses qu'elle ne savait pas, tant de zones d'ombre. Elle se promit de rester prudente. Après tout, on n'accueille pas un inconnu sans conséquence. Et cette valise qu'il refusait d'ouvrir devenait chaque jour un peu plus le centre de ses préoccupations. Le 5e jour, la neige avait remplacé la pluie, recouvrant le petit chemin menant à la maison d'un tapis blanc presque intact. Le froid s'était intensifié, forçant Claire à rallumer les vieux radiateurs dans les pièces secondaires. Elle observait la nature figée depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de thé entre les mains. Dehors, le silence de l'hiver avait repris ses droits. Dans ce calme inhabituel, chaque détail prenait une importance décuplée. Chaque geste devenait révélateur. Et depuis quelque temps, ce qu'elle ne cessait de remarquer, c'était la présence constante de cette valise. Alexandre avait établi une routine discrète. Il se levait tôt, aidait à quelques tâches simples, puis passait de longues heures assis près du feu, son livre sur les genoux, ou arpentait la maison avec une sorte de prudence élégante. Mais jamais, pas une seule fois, il ne se séparait de sa malle. Même lorsqu'il allait aux toilettes ou sortait quelques minutes dans le jardin pour fumer une cigarette, il la prenait avec lui, la tenant toujours du même bras, comme si elle faisait partie de lui. Claire, naturellement observatrice, n'avait pas encore osé poser la question. Mais cette présence constante devenait pesante. La malle, en cuir noir lustré, était manifestement ancienne, mais de grande qualité. Les boucles en laiton brillaient malgré les années, et le cuir portait les marques d'un usage délicat, non pas d'usure, mais de voyage. Elle n'était ni sale, ni endommagée, et surtout, elle semblait lourde. Trop lourde pour un simple bagage de vêtements. Un matin, alors qu'Alexandre s'était éclipsé dans la grange pour couper du bois, Claire entra dans le salon et aperçut la valise, posée sur le fauteuil près de la cheminée. Son cœur accéléra. C'était la première fois qu'il la laissait sans surveillance. Elle s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le plancher. Elle tendit la main, hésita. Elle n'avait pas peur, mais quelque chose dans l'objet la retenait. Ce n'était pas de la curiosité banale, mais un besoin de comprendre. Elle effleura le cuir, sentit la froideur des attaches métalliques. Elle tenta de soulever la valise. Elle confirma ce qu'elle soupçonnait. Le poids était disproportionné pour un simple contenu de vêtements ou de livres. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, la porte de la grange claqua. Claire recula vivement, reprenant sa place à la cuisine. Alexandre entra, les joues rouges de froid, une brassée de bois dans les bras. Il jeta un regard rapide à la valise, puis à elle. Claire fit mine de ranger une casserole. Le malaise passa, mais il resta dans l'air comme une trace de fumée qu'on ne peut chasser. Le soir venu, alors qu'ils partageaient un repas simple, soupe aux légumes, fromage, pain grillé, Claire se risqua à une remarque volontairement légère. « Tu voyages léger pour quelqu'un qui semble venir de loin. » Alexandre sourit, mais son regard s'assombrit légèrement. « Je ne suis pas vraiment en voyage. Disons que je suis entre deux vies. » Elle acquiesça sans insister, mais nota qu'il n'avait pas vraiment répondu. L'expression « entre deux vies » résonna dans son esprit bien après qu'ils eurent fini de manger. Il lava la vaisselle avec elle, essuya les verres, remit du bois dans le feu. Ensuite, comme chaque soir, il reprit place dans le fauteuil, valise à ses pieds. Ce rituel se répéta plusieurs jours. Claire, malgré elle, devenait de plus en plus obsédée par cet objet muet qui semblait tout contenir ou tout dissimuler. Elle tenta de deviner argent liquide, documents compromettants, objets de valeur, mais à mesure que le mystère s'épaississait, une autre idée s'imposait.
La valise représentait pour lui bien plus qu'un simple contenant. C'était peut-être tout ce qui lui restait. Un après-midi, elle profita de son absence temporaire pour aller chercher du bois à la grange. Elle entra et trouva, sans surprise, la valise posée à côté d'une chaise. L'intérieur de la grange sentait la poussière et le bois sec. Le silence y était presque religieux. Elle s'approcha plus déterminée cette fois. Elle examina les coutures, la serrure, qui n'était pas cadenassée, mais fermée d'un simple loquet en métal. Ce n'était pas la serrure qui empêchait l'accès, mais bien Alexandre lui-même. Une idée la traversa alors. Peut-être que cette valise ne contenait rien d'illégal, peut-être qu'elle ne contenait même rien de matériel. Elle pouvait être un symbole, une encre. Dans ce cas, que représentait-elle exactement? Une vie passée? Un souvenir? Un lien qu'il ne voulait pas briser? Elle se rendit compte que toutes ces questions commençaient à l'empêcher de dormir. Le 7e jour, alors que la neige fondait lentement et que le chemin semblait de nouveau praticable, Claire trouva Alexandre dans le salon, la valise ouverte devant lui. Elle s'arrêta net, surprise. Il ne l'avait pas entendu arriver. Il contemplait le contenu avec un regard absent, presque douloureux. Avant qu'elle ne puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur, il referma la malle d'un geste brusque. Le silence entre eux fut immédiat et pesant. Il se leva, plaça la valise à côté de lui comme toujours et dit calmement « Je repars demain, la route est dégagée ». Claire ne dit rien. Elle se contenta de hocher la tête. Mais ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la déception, mêlée à un étrange soulagement. Elle ne savait plus vraiment ce qu'elle voulait. Qu'il reste, qu'il parte. Qu'il ouvre enfin cette maudite valise ou qu'il la laisse à jamais fermée? Ce soir-là, aucun des deux ne parla beaucoup. Claire prépara un dernier repas comme les autres, mais le silence entre eux semblait plus lourd. Il y avait dans l'air une tension à peine dissimulée, comme si quelque chose avait été rompu. Elle le regardait avec une distance nouvelle. Non pas de la méfiance, mais une forme de recul protecteur. Elle ne voulait pas s'attacher à un mystère. Elle ne voulait pas être celle qui attend des réponses qui ne viendront jamais. Et pourtant, elle savait qu'au moment où il franchirait la porte le lendemain, quelque chose en elle changerait irrémédiablement. Car certaines valises ne contiennent pas seulement des objets. Elles contiennent ce qu'on n'ose plus affronter. Et même lorsqu'elles restent fermées, leur présence parle plus fort que tous les mots. Le matin où Alexandre avait prévu de partir, Claire se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle s'était levée avant que le soleil ne perce le voile gris de nuages suspendu au-dessus de la vallée. Tout dans la maison semblait figé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle s'habilla rapidement, prit soin de ne pas faire de bruit, puis descendit dans la cuisine où le silence avait remplacé la présence discrète de son hôte. Alexandre n'était pas encore levé, sa valise pourtant n'était plus dans le salon. Elle n'était pas non plus dans la cuisine. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais été là. Ce détail anodin glaça Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle mit la bouilloire sur le feu, mais n'alluma pas la radio. Ce matin-là, elle voulait écouter les bruits de la maison, chercher dans le bois craquant, dans le tic-tac de l'horloge, une réponse à ce qu'elle ressentait. Elle ne savait pas si c'était de la colère, de la frustration ou simplement une forme de désillusion. Elle avait accueilli un inconnu, accepté son mutisme, respecté son espace, et en retour, il lui avait imposé le poids d'un mystère qu'elle n'avait jamais demandé à porter. Alexandre descendit 1 heure plus tard, habillé comme à son arrivée, rasé de près, l'air plus éveillé, mais les traits toujours marqués par une fatigue profonde. Il portait son manteau fermé jusqu'au col, les cheveux encore humides. Son regard croisa celui de Claire, et quelque chose passa entre eux, une tension fine mais perceptible. « Je vais prendre le bus à Saint-Agrève. Il y en a un à 8h30, j'ai vérifié. » Sa voix était neutre, presque détachée. Claire hocha la tête. « Tu veux un café ?» Il accepta d'un signe et elle s'affaira, silencieuse, mesurant chaque mouvement, chaque mot qu'elle n'osait pas dire. Lorsqu'elle posa la tasse devant lui, elle le fixa un moment. « Tu vas où après ?» Alexandre hésita mais ne répondit pas. Il but une gorgée, regarda la fenêtre, puis dit simplement « Je verrai ». Claire ne répliqua pas. Elle n'était pas du genre à supplier les gens de rester, ni à s'humilier pour des vérités qui ne venaient pas. Pourtant, quelque chose en elle refusait de le laisser partir sans comprendre au moins une chose. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de silence autour d'un simple nom, d'un simple objet, d'un simple passé? Lorsqu'il sortit pour charger la valise dans le coffre de sa voiture,
Claire resta seule dans la cuisine, ses mains serrées autour de sa tasse. À ce moment précis, elle prit une décision. Elle allait descendre au village. Elle allait chercher des réponses. Elle méritait de savoir si elle avait logé un fugitif, un homme dangereux ou simplement un être brisé par des circonstances trop lourdes pour être partagé. Une fois Alexandre parti, elle s'habilla chaudement, ferma la maison à double tour et descendit à pied le sentier qui menait à la petite épicerie. Elle y arriva les joues rougies par le froid et le souffle court. L'endroit minuscule était le cœur battant du village, où les nouvelles circulaient plus vite que le vent. Derrière le comptoir, Hélène, la propriétaire, la salua avec sa jovialité habituelle. Claire, d'ordinaire réservée, engagea la conversation sans détour. « Dis-moi, Hélène, tu as entendu parler d'un homme venu de la ville récemment, quelqu'un qui fuirait quelque chose ?» La réaction d'Hélène ne se fit pas attendre. Son visage changea immédiatement d'expression. « Oh que oui, tout le monde parle de ça. Il paraît qu'un ancien grand patron de Paris se cache quelque part dans la région, un type très connu dans les journaux, paraît-il. Il aurait été impliqué dans un scandale de détournement de fonds. Une histoire de trahison dans sa propre entreprise. Son visage est passé à la télé il y a quelques jours. » Claire sentit son estomac se nouer. « Tu as un nom ?» Hélène fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Je crois que c'est Delattre. Alexandre Delattre. Ça te dit quelque chose ?» Le monde sembla vaciller un instant autour de Claire. Le nom confirma ce qu'elle redoutait, sans vouloir l'admettre. Elle remercia Hélène, acheta un paquet de café qu'elle n'avait pas besoin et remonta chez elle, le pas plus rapide, le cœur en alerte. Dans sa maison, elle ralluma l'ordinateur poussiéreux du bureau de son mari, encore relique d'un autre temps. La connexion était lente mais suffisante. Elle tapa Alexandre Delattre dans le moteur de recherche, les doigts tremblants. Les premiers résultats la laissèrent sans voix. Alexandre Delattre, 41 ans, ex-directeur financier d'une grande firme d'architecture parisienne, autrefois considéré comme un prodige du monde des affaires, un homme au parcours brillant, aux articles élogieux, jusqu'à il y a 6 mois. Soudain, les titres changèrent de ton. Soupçons de fraude, documents internes disparus, témoins sous protection. Et enfin, un avis de recherche discret, sans mandat d'arrêt formel, mais avec un intérêt particulier de la part des autorités. Claire se laissa tomber sur la chaise, la tête entre les mains. Elle comprenait maintenant pourquoi il fuyait, pourquoi il gardait cette valise comme un coffre-fort personnel. Il ne s'agissait pas seulement de fuir la justice, il fuyait une guerre invisible, peut-être même mortelle. Un homme traqué par ses propres collègues, ses anciens alliés. Mais une autre question la tourmentait plus encore. Que contenait réellement cette valise? Des preuves? De l'argent détourné? Des documents explosifs? Elle n'aurait peut-être jamais la réponse. Il était déjà loin, ou peut-être pas si loin. Dans les jours qui suivirent, Claire ne parla à personne de ce qu'elle avait appris. Elle reprit sa routine, mais le vide dans la maison était devenu plus profond. Il ne s'agissait pas seulement d'une présence disparue, mais d'un silence chargé de révélations. Elle avait hébergé un homme que d'autres auraient dénoncé, un homme en fuite, mais pas un criminel ordinaire. Un homme qui portait sur lui le poids d'une vérité, que personne ne voulait entendre. Et cette vérité, elle la sentait encore, dans chaque recoin de la maison, comme une empreinte que la tempête avait laissée sur sa propre vie. Le silence qui régnait dans la maison depuis le départ d'Alexandre était différent de celui auquel Claire était habituée. Ce n'était plus le silence tranquille d'une solitude assumée, mais celui, plus pesant, d'un vide causé par une absence. Elle tentait de reprendre sa routine, préparer son café, nourrir les poules, couper un peu de bois, entretenir la maison. Mais chacun de ses gestes semblait décalé, comme si le rythme des jours avait perdu sa cohérence. Elle entendait encore, malgré elle, les pas d'Alexandre sur les vieilles lattes du salon, la porte de la grange qui grinçait quand il sortait couper du bois, le son grave et posé de sa voix lorsqu'il commentait un détail du feu ou un plat qu'elle préparait. Ce n'était pas une nostalgie romantique, c'était une sorte de déséquilibre subtil causé par une interruption trop brutale. Au bout de 4 jours, alors qu'elle balayait le couloir, elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Elle posa immédiatement le balai, traversa la pièce et ouvrit la porte. Alexandre se tenait là, les yeux cernés, mais le manteau bien boutonné, une écharpe sombre autour du cou. Il tenait toujours cette même valise, et malgré son apparence soignée,
Quelque chose en lui semblait encore plus marqué qu'avant. Claire ne dit rien. Elle s'effaça lentement, et il entra, comme s'il n'était jamais parti. Ils passèrent 1 heure entière sans parler, assis à la table de la cuisine. Alexandre buvait lentement une tasse de thé, les yeux rivés sur le feu. Claire, face à lui, attendait. Ce fut lui qui brisa le silence. Je ne pouvais pas partir sans dire la vérité. Elle hocha lentement la tête. Je sais qui tu es. Il ne sembla pas surpris. Il posa la tasse, croisa les bras, puis se lança dans un récit qu'elle n'interrompit pas. Il parla avec une précision froide, presque chirurgicale. Sa voix ne tremblait pas, mais à plusieurs reprises, Claire sentit que son calme n'était qu'une façade maintenue de justesse. Il lui raconta comment, après avoir découvert des irrégularités majeures dans les comptes de son entreprise, une des plus grandes firmes d'architecture d'Europe, il avait tenté d'alerter les instances internes. Détournement de fonds, contrats fictifs, sociétés écrans, tout un réseau de corruption soigneusement dissimulé par les plus hauts dirigeants, dont certains étaient liés à des sphères politiques. Il croyait, au départ, qu'en suivant les procédures, il pourrait assainir la situation. Mais il s'était rapidement rendu compte qu'il était seul. Trahi par des collègues, lâché par ses amis, menacé même, il avait fini par rassembler des preuves pour les remettre à un avocat indépendant. Avant de pouvoir aller plus loin, son appartement avait été perquisitionné, ses comptes gelés, et un communiqué interne l'avait présenté comme responsable de plusieurs anomalies financières. Un bouc émissaire parfait. La valise, qu'il garda toujours avec lui, contenait des copies physiques des documents qu'il avait réussi à sauver. Il savait que s'il la perdait, tout ce qu'il avait risqué, sa carrière, sa sécurité, sa réputation, disparaîtrait sans laisser de traces. Il avait fui Paris non par peur de la police, mais pour éviter de tomber entre les mains de ceux qui ne voulaient pas que ces informations remontent à la surface. Claire écoutait sans l'interrompre. Ce qu'il décrivait dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas un homme brisé par un échec personnel, mais un homme pris dans une toile de mensonges plus grande que lui. Un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste et qui en payait maintenant le prix. Il se tut un instant, puis reprit plus doucement. « Je ne suis pas venu ici par hasard, Claire. Je suis parti sans direction, c'est vrai, mais cette vallée, cette maison, ta présence, tout ça m'a donné un répit. Je n'ai pas choisi cet endroit. C'est lui qui m'a choisi. » Elle détourna le regard, n'ayant pas envie de tomber dans des interprétations trop chargées de sens. Elle préférait s'en tenir aux faits. « Que comptes-tu faire maintenant ?»« Continuer. Mais je ne peux pas le faire seul. » Il n'avait pas besoin de formuler la question. Claire comprit. Il ne lui demandait pas de l'aider à affronter une entreprise ou un système, mais simplement de lui offrir un espace sûr, une épaule, un point d'ancrage. Elle savait que s'impliquer signifiait prendre des risques, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas comprendre ce qui se jouait là. Au fil des jours suivants, leur cohabitation reprit un rythme étrange, mais plus franc. Alexandre ne cachait plus autant ses habitudes. Il laissa parfois la valise posée dans un coin, même s'il gardait toujours un œil dessus. Il parlait davantage, laissant filtrer des fragments de sa vie d'avant. Il lui raconta ses études à Lyon, ses débuts dans la finance, sa passion pour l'architecture contemporaine. Il évoqua des expositions visitées à Milan, des dégustations de vin dans le Bordelais, des lectures qu'il avait marquées. Claire découvrit un homme cultivé, mais non prétentieux. Un homme qui avait appartenu à un monde qui lui semblait très loin du sien, mais qui, paradoxalement, la fascinait. Un soir, ils parlèrent longuement près de la cheminée. Claire, assise dans son vieux fauteuil, lui raconta à son tour sa vie d'avant. Le mariage avec Marc, ses espoirs naïfs, les dettes accumulées à cause de l'alcoolisme de son mari, les nuits blanches à tenter de garder la maison à flot. Elle n'avait jamais autant parlé de lui depuis sa mort. Alexandre écouta sans juger, sans chercher à consoler, simplement présent. Cela suffit. Ces échanges, bien que ponctuels, creusèrent une forme de lien, ni romantique ni amical, mais un entre-deux fait de respect, de reconnaissance mutuelle. Ils étaient deux êtres marqués, chacun à leur manière, réunis par hasard ou par nécessité. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Alexandre posa une feuille devant elle. Une copie d'un document avec des chiffres, des signatures et un en-tête d'entreprise. « Tu veux savoir ce qu'il y a dans la valise ? Voici un échantillon. » Claire lut sans comprendre tous les termes, mais le fond était clair. Il détenait des preuves concrètes, irréfutables, de malversation.
Et il n'était pas seulement victime d'un complot. Il était la seule personne capable de le faire tomber. Elle leva les yeux vers lui. Il avait cessé de fuir. Et désormais, elle savait qu'elle devait choisir de rester à ses côtés ou de s'éloigner définitivement. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette décision allait bientôt être précipitée par un événement qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Un matin grisâtre, alors que le givre recouvrait les vitres de la maison, un timbre régulier vint rompre le silence. Le facteur traversa l'allée de gravier, son souffle visible dans l'air froid, ses pas feutrés sur la neige. Claire travaillait dans la cuisine, les mains enfouies dans un torchon humide, lorsqu'on frappa doucement à la porte. Sans élan, elle se dirigea vers l'entrée, les pensées encore embrouillées par le sommeil et les révélations récentes. Le facteur tenait une certaine enveloppe ramassée, blanche, un peu froissée, cachet d'expédition éludée, mais adresse lisible. Monsieur A. Delattre. Le cœur de Claire manqua un battement. Elle prit l'enveloppe sans la remettre à plat, comme si ses doigts craignaient de casser quelque chose. Le facteur attendit, silencieux, avant de s'éloigner, son sac crissant sous la couche de neige. Claire referma la porte, retourna vers la cheminée, les épaules crispées. Elle contempla la lettre posée sur la table rustique, son enveloppe immaculée contrastant avec son état intérieur troublé. Elle se ressaisit, alluma la lumière, déplia avec soin le papier à l'intérieur. L'écriture était d'une régularité étonnante, les lignes légèrement penchées vers la droite. Elle lut d'abord des phrases polies, des formules de respect, des salutations anticipées. Puis un avertissement, le signataire évoquait les erreurs passées que vous avez osé révéler et demandait la restitution de certains documents, sous peine de conséquences, non explicitées. Le ton était mesuré, mais le sous-texte menaçant, suffisant pour faire vibrer un froid sourd jusqu'au fond de ses os. Une signature presque illisible suivait, mais une mention indiquait un cabinet parisien. Claire sentit un vertige. Alexandre devait le recevoir en secret, elle ne devait pas voir cette lettre, et pourtant, maintenant, elle la tenait entre ses mains. Elle monta les escaliers sans bruit, la lettre glissée entre ses doigts, le visage fermé. Elle trouva Alexandre dans la chambre d'amis. Il était assis sur le lit, regard dans le vague, la fenêtre entr'ouverte laissant entrer un courant d'air qu'il ne remarqua pas. Claire resta debout dans l'embrasure de la porte, hésitante. Elle montra l'enveloppe. « Tu as reçu ceci » dit-elle. Alexandre leva les yeux, ses traits se durcirent. Il prit la lettre, la retourna, l'examina avec calme apparent. Ses doigts tremblaient légèrement, imperceptible pour beaucoup, mais Claire, attentive, vit le basculement. Il plia la lettre, la glissa dans sa poche intérieure du manteau suspendu. Jamais elle ne l'utilisait vraiment. Elle ne servait qu'à la masquer. « Ce n'est rien, dit-il, mais sa voix était plus basse, plus tendue qu'à l'habitude. « Rien ?» répliqua Claire, toute proche, le regard fixé sur lui. « C'est un avertissement, non? Ils savent qui tu es ici. Peut-être plus que tu ne penses. » Alexandre baissa la tête, sans répondre immédiatement. Un long silence s'installa, lourd de non-dits. Il semblait chercher les mots, les forcer à sortir, mais ils restèrent bloqués. Finalement, il posa la main sur la malle, toujours fermée, toujours présente comme un vestige trop chargé. « Ils veulent ce que je détiens », finit-il par dire. « Ils veulent tout effacer. » Claire prit une profonde inspiration. Elle sentit l'irréversible s'imposer. L'enjeu n'était plus simplement personnel, mais dangereux. Elle porta la main sur l'épaule d'Alexandre, un geste simple, mais porteur de soutien. Il la regarda, ses yeux fatigués, et un instant, Claire crut voir l'homme qui autrefois aimait l'art contemporain, qui goûtait le vin, qui parlait italien avec douceur, avant que tout ne s'embrouille. Le jour suivant, les routes devinrent plus glissantes. Les rumeurs avaient circulé dans le village, des murmures, des regards à peine voilés. Claire apprit que quelqu'un l'avait aperçu en voiture, arrivant tard dans la nuit, un homme élégant, grave mais pressé. Certains disaient que c'était Alexandre, d'autres juraient que ce n'était qu'un voyageur ordinaire. Mais la peur commençait à se mêler à la curiosité. Alexandre se renferma. Il sortait moins, ne parlait presque pas à Claire de ses plans. Il vérifiait les fenêtres, verrouillait les portes, parfois au milieu de la nuit comme s'il avait peur d'être observé. La maison sembla se refermer autour d'eux. Le vent dehors hurlait encore, plus fort qu'avant, comme s'il ressentait l'agitation intérieure de ses occupants.
Claire s'efforçait de continuer son travail, de nourrir les poules, de ramasser du bois, de garder l'essentiel. Mais elle gardait toujours un œil sur Alexandre. Elle voyait ses mains, ses regards, ses silences. Elle savait maintenant que le danger approchait, non pas sous la forme d'une tempête, mais sous celle d'une vérité que d'autres voulaient museler. Un soir, des coups furent frappés à la porte, trop rapidement, trop nerveusement. Claire ouvrit. 2 silhouettes sombres se tenaient sur le pas de la porte, leurs manteaux lourds, la capuche rabattue. Elles demandèrent « Alexandre Delattre ». Claire sut immédiatement qu'ils n'étaient pas du village. Leur voix contrôlée, impersonnelle, portait une autorité qu'elle n'avait jamais entendue chez les gens modestes de la vallée. Alexandre descendit, tremblant peut-être plus que le froid ne le permettait, et rejoignit les visiteurs. Claire resta en retrait, le regard braqué sur la scène. Elle entendit son nom prononcé, des mots tels que « restitution »,« responsabilité »,« preuve ». Alexandre balbutia quelque chose. Les hommes insistèrent. Claire sentit la tension monter. Le sol même semblait retenir ses craquements. Puis ils repartirent aussi vite qu'ils étaient venus, sans violence, sans menace explicite de mort, mais assez pour que la menace soit présente dans l'air glacé. Alexandre revint dans la maison, la voix rauque, les traits tirés. Il ne parla pas pendant un long moment. Claire posa une main sur la malle, toujours fermée, toujours massive. « Tu ne peux pas rester caché pour toujours », dit-elle doucement. Alexandre la regarda. Un mélange de reconnaissance et de peur passa dans ses yeux. « Je le sais », répondit-il enfin, « mais je dois finir ce que j'ai commencé. » Et c'est dans cette nuit-là, au cœur d'une tempête intérieure plus forte que toutes celles qui avaient précédé, que Claire comprit que la curiosité avait un prix, et que ce prix impliquait de risquer bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur la maison. Le vent était tombé, la neige s'était adoucie en une couche lisse sur les champs avoisinants, et la lumière hivernale perçait par endroits entre les nuages épais. Claire se réveilla avec cette sensation troublante que quelque chose allait changer. Alexandre, déjà levé, était assis dans la cuisine, les yeux fixés sur un point indéfini du mur. Devant lui, la fameuse valise était ouverte. Claire s'arrêta net en l'apercevant, étonnée de le voir ainsi exposer ce qu'il avait jusqu'ici protégé avec tant d'acharnement. Il leva les yeux vers elle, comme s'il s'était préparé à cette confrontation. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs secondes. Puis il glissa un dossier vers elle, soigneusement rangé dans une chemise rigide. À l'intérieur, des copies de contrats, de courriels imprimés, de relevés bancaires, de plans d'urbanisme, certains portant des tampons confidentiels. Claire n'était pas experte en affaires, mais elle comprenait que ce qu'elle tenait en main représentait des preuves de grande importance. « Tout ça, c'est ce qu'ils veulent faire disparaître », dit-il enfin. Mais ce n'est qu'une partie. Il posa à côté un autre dossier plus mince qui contenait une série de documents notariés. L'en-tête mentionnait le nom complet d'Alexandre, suivi d'une signature bien connue, qu'il lui montra dans un article imprimé sur papier glacé. Elle reconnut la même signature sur une publication en ligne d'un journal économique de premier plan. L'article datait de 2 ans et le présentait comme l'un des héritiers du cabinet Delattre & Fils, une entreprise de renommée européenne spécialisée en architecture patrimoniale et urbaine, fondée au siècle précédent. « Tu es un héritier ?» demanda-t-elle. « J'étais destinée à reprendre la direction, mais j'ai refusé de suivre certaines pratiques. Ils ont décidé de me faire taire avant que je ne puisse détruire leur réseau. » Il se leva, commença à marcher lentement dans la pièce, les mains croisées derrière le dos. « Ce que personne ne sait, c'est que j'ai réussi à extraire bien plus que des documents. Il y a une propriété dissimulée via une chaîne de sociétés écrans. Elle vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. J'en ai gardé la trace. Elle est toujours enregistrée à mon nom, mais personne ne le sait, car ils ont tenté de me radier du système. » Claire resta silencieuse. Elle le regardait marcher comme un homme qui évalue un terrain avant de bâtir dessus. Il n'avait rien d'un fugitif désespéré. Il avait l'intelligence de ceux qui comprennent les mécaniques du pouvoir et le sang-froid de ceux qui ont appris à survivre dans l'ombre. Mais elle voyait aussi en lui les marques d'un homme trahi, épuisé par des années de combats invisibles. Il se rassit, reprenant une voix plus calme. « Cette maison, cette région, toi, ça m'a ramené à une forme d'humanité que j'avais perdue. Je pensais que je pouvais me débrouiller seul, que fuir suffirait. Mais non, j'ai besoin de faire face. Et pour cela, j'ai besoin d'aide.
Claire posa les mains sur la table, penchée en avant, le regard plongé dans le sien. « Qu'est-ce que tu veux faire, Alexandre ?» Il inspira profondément, ses yeux fixés sur la flamme dans la cheminée. « Rétablir mon nom, utiliser ces preuves pour exposer ce réseau et récupérer ce qui m'appartient, pas pour l'argent, mais parce qu'ils ne doivent pas gagner. » Le reste de la journée, ils le passèrent à trier les documents. Claire imprima plusieurs copies, prépara des enveloppes, annota des pages avec des feutres de couleur. Elle prenait des notes comme elle l'aurait fait autrefois pour son mari, lorsqu'il tentait de gérer ses maigres finances. Cette tâche méthodique la reconnectait à une part d'elle-même qu'elle croyait enfouie sous des années de résignation. Elle ne comprenait pas tous les aspects techniques, mais elle sentait que ce qu'il faisait avait du sens. Elle n'aidait pas un homme à se venger, elle l'aidait à rétablir une vérité dissimulée. Le soir, elle sortit prendre l'air. La nuit était claire, les étoiles visibles, et une fine couche de givre craquait sous ses bottes. Elle resta debout un moment, les bras croisés, à contempler la montagne au loin. Elle pensa à sa propre vie, les dettes, les hivers seuls, les années passées à faire semblant d'être forte. Et maintenant, un homme qu'elle connaissait à peine bouleversait tout, non pas par ses promesses, mais par la réalité brutale qu'il apportait avec lui. Lorsqu'elle rentra, Alexandre l'attendait près de la cheminée, une coupe de vin rouge à la main. Il leva le verre en silence. Elle s'assit à côté de lui, prit la deuxième coupe posée sur la table basse. Aucun mot ne fut échangé, mais ce moment scella quelque chose entre eux. Une alliance implicite, silencieuse, née non d'une attirance, mais d'un respect mutuel forgé par les circonstances. Quelques jours plus tard, Alexandre annonça qu'il comptait envoyer un dossier complet à un journaliste d'investigation connu pour son intégrité. Claire approuva, mais insista pour que cela passe par un contact indirect, afin d'éviter toute traçabilité vers leur maison. Alexandre accepta. Ensemble, ils utilisèrent un ancien ordinateur, une imprimante et les relais postaux des villages voisins pour ne pas éveiller de soupçons. Tout fut planifié, méticuleusement. Claire fut impressionnée par sa rigueur, mais aussi par sa capacité à rester calme sous pression. Elle réalisa alors que ce qu'il détenait n'était pas seulement de l'or au sens financier. C'était de l'or politique, juridique, stratégique, un arsenal de preuves que beaucoup seraient en prêts à faire disparaître, quitte à sacrifier des vies. Et elle, simple veuve d'un homme ruiné, se retrouvait au cœur d'une bataille silencieuse entre vérité et pouvoir. Mais elle ne regrettait rien. Car dans chaque regard qu'Alexandre lui adressait, elle sentait qu'il la considérait comme bien plus qu'un refuge temporaire. Elle était devenue, à ses yeux, un pilier. Et dans ce monde où tout semblait s'effondrer, cela valait plus que toutes les fortunes héritées. Les jours qui suivirent l'envoi du dossier furent tendus. Claire sentait la pression monter, même si rien de concret ne se produisait. Chaque voiture qui passait sur la route secondaire, chaque silhouette inconnue dans le village, semblait soudain suspecte. Alexandre, de son côté, avait retrouvé un calme apparent. Il passait ses journées à classer méthodiquement les derniers documents restants, à consulter discrètement des articles de presse, à relire certains rapports qu'il connaissait presque par cœur. Il ne disait plus grand-chose, mais son silence n'était pas celui d'un homme abattu. C'était celui de quelqu'un qui préparait quelque chose. Un soir, alors qu'il dînait dans la cuisine, le bois craquant dans la cheminée et les assiettes encore fumantes sur la table, Claire décida de poser une question qui la hantait depuis quelque temps. Pourquoi ne pas avoir utilisé ton nom dès le départ? Tu aurais pu revendiquer ton héritage, rétablir la vérité publiquement. Tu avais les moyens de te défendre, non? Alexandre posa sa fourchette, essuya lentement sa bouche avec sa serviette en tissu, puis leva les yeux vers elle. Il sembla réfléchir un instant, comme s'il ne savait pas encore dans quelle mesure il pouvait se confier davantage. Parce que mon nom, Claire, est devenu une arme. Pas pour moi, mais pour ceux que je combats. Il marqua une pause, observa la flamme qui dansait dans l'âtre, puis reprit. Mon père, Louis Delattre, a fondé l'entreprise à partir de rien, mais en s'alliant très tôt avec des investisseurs dont il n'a jamais vraiment contrôlé les ambitions. Il était architecte, visionnaire, mais naïf. Il a laissé entrer dans les conseils d'administration des gens plus habiles que lui dans les affaires, mais beaucoup plus avides. Quand il est mort, j'ai hérité d'une part importante des actions, mais sans le pouvoir décisionnaire. J'étais jeune, trop confiant. Je pensais pouvoir changer les choses de l'intérieur. Il fit tourner le vin dans son verre, les yeux sombres.
À mesure que j'en découvrais davantage sur les pratiques internes, je me suis retrouvé face à un dilemme, me taire et profiter des dividendes ou dénoncer ce que je voyais. J'ai choisi la seconde option et ils ont réagi immédiatement. Congés forcés, mises à l'écart, campagne de dénigrement discrète mais efficace. Puis quand j'ai commencé à rassembler des preuves, ils ont fabriqué de toutes pièces un dossier contre moi. J'ai été accusé de malversation. Claire, attentive, ne bougeait pas. Elle voyait dans ses yeux une colère froide, contenue depuis trop longtemps. Mais le plus choquant, poursuivit-il, c'est que cette fortune dont on parle si souvent, elle est bâtie sur des contrats truqués, sur des marchés publics obtenus par des arrangements douteux, sur des projets financés par des fonds opaques. J'ai mis le doigt dans un engrenage que personne ne veut stopper, parce que l'argent dans ces sphères-là ne finance pas que l'architecture. Il finance les carrières politiques, les campagnes électorales, les protections médiatiques. Il se leva, fit quelques pas dans la cuisine puis s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la nuit noire ne reflétait que son propre visage dans le carreau. Il reprit la voix plus basse. « J'ai compris, trop tard, que je ne pouvais pas me battre seul. C'est pour ça que j'ai fui. Non pour me cacher, mais pour avoir le temps de réfléchir. Et ce temps, tu me l'as donné, Claire. » Elle baissa les yeux, touchée par ces mots, mais consciente du poids qu'il portait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu vas aller jusqu'au bout ?» Il se retourna vers elle, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Oui, pas pour reprendre ce que j'ai perdu, mais pour empêcher que ça continue. J'ai un nom, une histoire, et maintenant un dossier solide. Et surtout, j'ai une raison. » Il se rassit, plus calme. « Le secret derrière cette fortune, c'est qu'elle n'appartient à personne. Elle est circulaire, comme un mensonge qu'on recycle. Moi, je veux casser ce cycle, quitte à y perdre tout le reste. » Claire comprit alors que le combat d'Alexandre n'était pas motivé par une quête de justice abstraite ou de vengeance personnelle. Il s'agissait de dignité, de cette dignité que l'on tente d'arracher à ceux qui refusent de se taire. Il ne voulait pas récupérer une place dans un monde pourri. Il voulait le dénoncer, quitte à ne plus jamais y appartenir. Le lendemain, il lui demanda de l'aider à scanner les derniers documents et à préparer une autre série d'envois confidentiels. Cette fois, les cibles n'étaient plus des journalistes, mais des juges d'instruction, des cabinets d'avocats indépendants, des élus intègres qu'il avait soigneusement identifiés. Il préparait une stratégie claire, disséminer les preuves pour que, même s'il lui arrivait quelque chose, la vérité puisse éclater. Claire l'aida sans poser de questions. Chaque enveloppe scellée était un pas de plus vers une confrontation inévitable, mais elle ne ressentait plus la peur de la première semaine. Elle se savait exposée, impliquée, mais aussi utile. Elle n'était plus seulement une hôtesse compatissante, elle était devenue une actrice de cette histoire. À la fin de la journée, alors qu'ils rangèrent les papiers dans un double fond discret creusé dans le vieux plancher du bureau, Alexandre se tourna vers elle. « Tu sais, il n'y a pas si longtemps, j'aurais fait tout cela avec un avocat, un attaché de presse, un garde du corps. Aujourd'hui, je le fais avec toi, et je ne changerai rien. » Claire, sans répondre, serra une dernière enveloppe contre sa poitrine avant de la glisser dans la cachette. Puis elle le regarda avec la même intensité qu'elle aurait réservée à un compagnon de longue route. Elle savait que tout ce qu'il possédait réellement, sa vie, ses secrets, sa liberté, reposait maintenant sur cette alliance fragile, bâtie dans une maison de pierre battue par les vents. Et ce secret qu'il portait n'était plus seulement le sien, il était devenu le leur. La lumière du matin était faible, presque bleutée, et le silence dans la maison avait pris une texture plus dense, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Claire se tenait devant le lavabo de la cuisine, les mains plongées dans l'eau tiède, ses mouvements ralentis par les pensées qui l'occupaient depuis plusieurs jours. L'intensité des événements récents avait recentré toute son attention sur Alexandre, sur ses révélations, sur ses plans, sur ses ennemis. Mais ce matin-là, quelque chose en elle s'imposa avec une clarté dérangeante. Elle ne pouvait plus rester dans le rôle de celle qui écoute, qui soutient, qui aide. Elle portait aussi ses propres ruines, et tant qu'elle ne les partageait pas, elle resterait à la marge de cette lutte qui n'était plus seulement celle d'un homme contre une entreprise, mais celle de deux personnes contre ce que la vie avait cherché à leur voler. Elle sortit de la cuisine, traversa lentement le couloir, puis ouvrit la porte de l'ancien bureau de Marc. Rien n'y avait changé depuis sa mort. La poussière couvrait encore les livres comptables,
les classeurs, les factures entassées dans un coin. Il y avait un vieux manteau sur le dossier de la chaise, celui qu'il portait lors de sa dernière sortie au village. Elle l'attrapa machinalement, sentit l'odeur rance du tissu, puis le jeta dans un sac poubelle. Ce geste simple déclencha une cascade de souvenirs. Elle s'assit à l'ancienne table, posa les mains sur le bois abîmé et, en fermant les yeux, laissa revenir les images qu'elle avait passé des années à enterrer. Marc Moreau avait été un homme doux, travailleur, mais rongé par une faiblesse qui avait progressivement détruit tout ce qu'ils avaient tenté de bâtir. L'alcool, d'abord occasionnel, était devenu un refuge, puis une habitude, enfin, une prison. Claire avait tout tenté. Les ultimatums, les silences, les promesses, les compromis. Elle l'avait accompagné à des consultations. Elle avait assisté à des réunions d'anciens alcooliques. Elle avait lu des livres, prié dans le secret, pleuré en cachette. Rien n'avait changé. Pire encore, à mesure qu'il perdait le contrôle, il se lançait dans des investissements absurdes. Il avait hypothéqué la maison familiale sans qu'elle le sache, investi dans un projet agricole insensé, fait confiance à des partenaires douteux. Lorsqu'il mourut dans un banal accident de la route, ivre au volant d'une vieille camionnette, Claire avait ressenti un vide immédiat et un soulagement honteux. Mais le pire était venu après, les dettes. Des dizaines de milliers d'euros laissés en suspens, des contrats signés à son nom à elle, des menaces voilées de créanciers, des relances bancaires ininterrompues. Elle avait mis 3 ans à sortir la tête de l'eau, refusant l'aide de ses parents, travaillant temporairement comme aide ménagère dans les maisons voisines, vendant les derniers bijoux de famille pour payer les frais juridiques. La maison, seule chose qu'elle avait réussi à sauver, était devenue son refuge, pas par attachement sentimental, mais parce que c'était la seule chose qu'on ne lui avait pas encore arrachée. Lorsqu'Alexandre entra dans le bureau quelques minutes plus tard, il trouva Claire assise là, les yeux rougis mais calmes, les mains croisées sur les genoux. Il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « J'ai besoin que tu saches », dit-elle d'une voix ferme. « Ce n'est pas seulement toi qui traînes un passé. » Elle lui raconta tout, pas dans le détail le plus sordide, mais avec assez de précision pour qu'il comprenne ce qu'elle avait enduré. Elle ne cherchait ni compassion ni validation. Elle voulait seulement qu'il sache qu'il n'était pas le seul à avoir tout perdu, ni le seul à avoir été trahi par ceux en qui il avait cru. Alexandre écouta en silence. Il ne fit aucun commentaire hâtif, aucune tentative de réconfort maladroite. Lorsqu'elle eut terminé, il hocha simplement la tête. « Alors nous sommes 2 à reconstruire. » Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer le bureau, non pas comme une simple tâche domestique, mais comme un acte symbolique. Claire vida les tiroirs, brûla certaines lettres inutiles, rangea les dossiers dans des cartons scellés. Alexandre l'aida sans parler, respectant le rythme imposé. Lorsqu'ils eurent terminé, la pièce semblait différente, plus légère, plus claire. Comme si, en affrontant ensemble ce qui restait du passé, ils avaient ouvert une porte sur quelque chose de neuf. Le soir venu, ils dînèrent simplement, un ragoût fumant sur la table, du pain croustillant, une bouteille de vin déjà entamée. Claire sentait qu'un palier avait été franchi. Elle n'avait plus honte. Son histoire, bien que douloureuse, n'était plus une chaîne. Elle avait osé l'ouvrir, la partager, et cela avait tout changé. Plus tard, alors qu'ils étaient installés dans le salon, un dossier ouvert sur les genoux d'Alexandre, Claire se leva, alla chercher une boîte métallique rangée en haut d'une étagère. Elle la posa sur la table. À l'intérieur, des papiers de son mari, des contrats, mais aussi des lettres qu'il lui avait écrites durant ses cures de désintoxication. Des mots d'excuse, de colère, de regret. Elle les tendit à Alexandre. « Tu n'es pas le seul à avoir été manipulé. Tu n'es pas le seul à avoir été trahi. » Il les lut en silence un par un, les reposa délicatement dans la boîte. Puis, relevant la tête, il dit « Ce que tu portes est aussi lourd que ce que j'ai fui. Mais tu es encore là, et moi aussi. » Il ne s'agissait plus de savoir qui avait souffert le plus. Il s'agissait de reconnaître que, dans cette maison perdue dans les montagnes, 2 existences cabossées avaient trouvé un point d'équilibre. Ce qu'ils bâtissaient ensemble n'était pas une relation au sens habituel. C'était un pacte silencieux, basé sur la lucidité, la résilience et la loyauté. Et dans cette alliance improbable, il y avait quelque chose de plus fort que toutes les fortunes héritées, plus solide que toutes les sécurités perdues. Il y avait une vérité nue, brutale mais libératrice. Personne ne sort indemne de la vie.
Mais certaines blessures, lorsqu'elles sont partagées, cessent d'être des cicatrices pour devenir des fondations. La routine que Claire et Alexandre avaient fini par établir dans cette maison de pierre battue par les vents fut brisée un matin d'apparence ordinaire. Le ciel était gris comme presque tous les jours d'hiver dans cette région. Claire préparait le café pendant qu'Alexandre lisait les nouvelles sur un vieux portable lent, connecté par intermittence à une borne Wi-Fi défaillante. Rien ne laissait présager que ce jour marquerait un tournant décisif. Un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée, discret mais insistant. Ils échangèrent un regard silencieux. Personne ne venait là sans prévenir. Claire s'avança vers la fenêtre et aperçut une berline foncée, sobre, immatriculée à Paris, se garer avec précision face à la maison. De la voiture descendit un homme en manteau long, écharpe nouée avec soin, lunettes élégantes et démarche assurée. Il semblait jeune, mais son attitude trahissait une habitude du pouvoir. Alexandre se figea en voyant la silhouette. Claire sentit immédiatement la tension envahir la pièce. Ce n'était pas un inconnu pour lui. L'homme frappa 2 fois, patient, puis recula d'un pas. Claire ouvrit la porte lentement. Le visiteur sourit, un sourire presque trop parfait. « Bonjour, je m'appelle Julien Faure. Je suis un ancien collègue d'Alexandre. Je passais par la région et je me suis dit qu'un petit détour était de mise. » Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte. Il ne dit rien pendant de longues secondes. Puis, d'une voix neutre, il répondit « Julien, tu n'as pas changé. » L'autre haussa les épaules avec une fausse modestie. Claire, par réflexe d'hôtesse, proposa de le faire entrer. Il accepta avec un enthousiasme bien trop poli, posant ses gants sur la table comme s'il s'agissait d'un salon d'affaires parisien. Ils s'assirent tous les 3 autour de la table. Julien observa chaque détail de la pièce, chaque meuble, chaque cadre accroché au mur. Il fit quelques commentaires élogieux, trop mécaniques, puis se tourna vers Alexandre avec une décontraction feinte. « Je ne vais pas tourner autour du pot, Alex. Ton retour a été remarqué. Quelques vieux dossiers sont ressortis. Certains noms commencent à circuler. Tu vois où je veux en venir. » Alexandre ne répondit pas. Claire, elle, resta immobile, mais attentive. Julien poursuivit. « Tu as toujours été droit, trop peut-être, mais tu sais aussi que dans certains jeux, la droiture est un handicap. » Il marqua une pause, croisa les jambes, puis reprit, le ton toujours aussi poli. « Je ne suis pas venu en ennemi, bien au contraire. Je viens avec une proposition. Ils sont prêts à discuter, à arranger les choses, effacer certaines lignes, reconsidérer ton statut. À condition, bien sûr, que tu cesses ce que tu es en train de faire. » Claire comprit aussitôt que l'homme n'était pas simplement un ancien collègue. Il était un messager, et sa mission n'était pas de réconcilier, mais d'avertir, d'intimider, sans menacer. Alexandre, lui, restait impassible. « Je t'ai toujours respecté, Julien, » dit-il lentement. « Mais ce que tu fais là, ce n'est pas une main tendue. C'est une corde avec un nœud déjà prêt. » Julien sourit, cette fois sans masquer son agacement. « Tu sais aussi bien que moi que la vérité ne suffit pas, Alex. Il faut une structure, un appui. Tu n'as rien. Pas d'équipe, pas d'avocat, pas de relais puissant. »« J'ai assez, » répliqua Alexandre. « Et j'ai quelqu'un à mes côtés qui n'a aucun intérêt à me trahir. » Julien tourna alors les yeux vers Claire, son regard scrutateur devenant presque intrusif. « C'est elle, alors ?» demanda-t-il. « Ton point d'ancrage ?» Claire soutint son regard sans baisser les yeux. Elle ne parla pas, mais sa posture parlait pour elle. Julien se leva peu après, remit ses gants, salua poliment. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Réfléchis, Alex. Il y a encore des moyens d'éviter le pire. Mais la fenêtre se referme. » Lorsqu'il fut parti, le silence s'abattit comme une chape de plomb. Alexandre marcha lentement jusqu'à la cheminée, alluma un feu sans dire un mot. Claire le rejoignit, s'assit à ses côtés. Ils restèrent là de longues minutes sans échanger un mot. Puis Alexandre, le regard perdu dans les flammes, murmura « Il y a 1 an, j'aurais accepté ce genre de proposition. Pas par lâcheté, mais par fatigue. Aujourd'hui, je sais pourquoi je me bats. » Claire posa sa main sur la sienne. Elle aussi comprenait maintenant l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Ce n'était plus seulement une lutte administrative ou juridique. C'était une guerre d'influence, d'alliance, de pression subtile. Et Julien Faure était la preuve que leurs ennemis ne les avaient pas oubliés. Les jours suivants, Claire remarqua chez Alexandre une légère transformation. Il dormait moins, mangeait distraitement, passait de longues heures à rédiger des lettres, à faire des copies, à renforcer la sécurité de leurs documents.
Il parla peu, mais son énergie avait changé. Il n'était plus dans la fuite ni dans la peur. Il était dans la préparation. Elle, de son côté, contacta discrètement un ami de son père, ancien notaire à la retraite, pour poser quelques questions techniques sur des mécanismes de transmission de biens et de protection juridique. Elle ne dit rien à Alexandre, mais elle sentait qu'elle devait aussi se préparer, car Julien n'était que le début. Le passé, désormais, n'enverrait plus de messagers polis. La prochaine fois, ce serait autre chose, et il devait être prêt à tout. Le calme trompeur qui suivit la visite de Julien Faure n'était qu'une façade fragile. Claire et Alexandre le savaient tous deux, bien qu'ils n'en parlaient plus ouvertement. Le souvenir de cet homme au sourire affable, aux mots calculés et aux intentions opaques, planait dans chaque recoin de la maison. Ce n'était plus une question de savoir si quelque chose allait se produire, mais quand cela arriverait. Et dans cette attente pesante, chacun se mit à agir avec une précision nouvelle, comme s'ils évoluaient sur un échiquier dont toutes les pièces étaient déjà en mouvement. Alexandre avait toujours été méthodique, mais à présent, sa rigueur s'était teintée d'une fermeté implacable. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il passait des heures à rassembler les derniers éléments de son dossier, à établir une chronologie irréfutable, à rédiger des synthèses claires et documentées. Claire l'aidait, relisait, corrigeait, imprimait, classait. À deux, ils formaient un binôme redoutablement efficace. Ils évitaient les réseaux classiques, utilisaient des courriers postaux, des messageries cryptées, des relais sécurisés. Chaque document important était copié en 3 exemplaires, envoyés à des destinations différentes, scellés et archivés. Mais ce travail de l'ombre n'était pas suffisant. Il savait que l'information seule ne suffisait pas à faire tomber un système bien ancré. Il fallait que quelqu'un la fasse éclater au grand jour, quelqu'un qui ait non seulement les moyens, mais aussi le courage. C'est alors qu'Alexandre se souvint d'un ancien journaliste d'investigation avec qui il avait échangé quelques années plus tôt, lors d'une conférence à Strasbourg. Un homme réputé pour son indépendance, sa rigueur et surtout sa ténacité face aux menaces. Il lui envoya un message bref, codé et attendit. La réponse arriva 2 jours plus tard. Le journaliste acceptait de le rencontrer. Il ne viendrait pas au village, trop risqué, mais proposait un rendez-vous dans une ville voisine, dans un lieu public et neutre. Claire s'inquiéta, insista pour l'accompagner, mais Alexandre refusa. « Si tu viens, ils sauront que tu es plus qu'un témoin passif. Ils s'en prendront à toi aussi. » Elle ne protesta pas. Elle savait qu'il avait raison. Mais au fond d'elle-même, la peur s'installait lentement, comme une ombre grandissante. Le jour du départ, il prépara tout dans le plus grand calme. Il choisit une vieille voiture d'occasion prêtée par un voisin, évitant la sienne, désormais trop identifiable. Il emporta une copie complète du dossier, un disque dur et un téléphone crypté. Avant de partir, il serra longuement Claire dans ses bras. « Si je ne reviens pas d'ici 48 heures, ouvre la trappe sous le plancher et envoie tout ce que tu y trouveras au contact que j'ai noté dans le carnet rouge. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Puis il disparut dans la brume du matin, laissant Claire seule face à l'attente. Les heures s'étirèrent comme des jours. Elle nettoya la maison sans raison, relut des papiers qu'elle connaissait déjà, vérifia sans cesse son téléphone. Lorsqu'il lui envoya un simple message, 6 heures plus tard, pour dire que tout s'était bien passé, elle sentit une pression invisible se relâcher. Il était vivant. Et surtout, il avait franchi une étape décisive. Le journaliste avait accepté de publier une première partie du dossier après vérification rigoureuse. Ce ne serait pas immédiat, mais le processus était lancé. Le lendemain, une atmosphère étrange régnait dans le village. Claire sentit les regards plus insistants, les bonjours moins spontanés. Une voisine la salua froidement. Un client habituel du marché détourna les yeux. Quelque chose circulait, les rumeurs probablement. Elle apprit par Hélène, l'épicière, qu'un homme élégant avait été vu plusieurs fois dans les environs, posant des questions, se présentant comme un investisseur intéressé par des terres. Claire comprit aussitôt. Ce n'était pas un investisseur, c'était un chasseur d'informations. Elle prévint Alexandre. Il lui demanda de ne rien changer, de ne rien montrer. Mais l'heure n'était plus au silence. Ils décidèrent d'accélérer les choses. Alexandre fit une copie numérique de tous les documents les plus sensibles et avec l'aide d'un contact de confiance, les transmit à une plateforme indépendante spécialisée dans les enquêtes citoyennes. Le premier article parut 1 semaine plus tard. Il ne mentionnait pas encore son nom, mais détaillait les pratiques douteuses d'un grand groupe d'architecture évoquant des sources internes,
des détournements, des complicités politiques. La publication fit peu de bruit dans les grands médias, mais circula largement sur les réseaux alternatifs. Le nom d'Alexandre commença à ressurgir dans des cercles spécialisés, sur des forums de juristes, dans les cercles d'anciens élèves de grandes écoles. Une rumeur grandissante, difficile à étouffer. C'est à ce moment-là que Julien Faure réapparut. Il téléphona directement à Claire sur le téléphone fixe de la maison. Elle hésita à répondre, mais décrocha. « Claire, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous appelle parce que je pense que les choses peuvent encore s'arranger. Alexandre a toujours été quelqu'un de brillant. Il mérite mieux que cette croisade sans fin. » Elle resta silencieuse. Il n'est pas trop tard pour sortir de tout ça proprement. Vraiment. Nous avons encore des options. Mais si le dossier continue de s'étendre, certains dommages pourraient devenir irréparables. Pour lui, pour vous aussi. Claire raccrocha sans un mot. Elle comprit alors que leur plan fonctionnait, qu'ils avaient touché un point sensible. Mais elle comprit aussi que le danger venait désormais de tous les côtés. Le soir même, elle retrouva Alexandre dans la grange. Il était penché sur des plans de terrain. Lorsqu'elle lui raconta l'appel, il serra les dents, mais ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, il déclara « C'est bon signe. Cela veut dire qu'il panique. » Il se redressa, la regarda longuement. « Elle est temps de faire le dernier mouvement. » Elle sut alors qu'ils approchèrent de la fin. Pas nécessairement d'un triomphe, mais d'un moment décisif. Le retournement avait eu lieu. Alexandre n'était plus celui qui fuyait. Il devenait celui qui affrontait. Et elle, de témoin silencieuse, était devenue sa plus fidèle alliée. Les jours qui suivirent la dernière tentative d'intimidation de Julien Faure furent décisifs. Alexandre et Claire, désormais unis dans une même stratégie, n'attendaient plus. Ils agissaient. Tout ce qui avait été planifié en silence pendant des semaines prenait enfin une forme concrète. Le travail patient de documentation, de tri, de vérification, de communication avec les journalistes et les avocats commençait à porter ses fruits. Un nouveau dossier, plus complet, fut remis à la rédaction d'un grand hebdomadaire parisien, cette fois avec autorisation de publier son nom. Alexandre avait cessé de se cacher. Il signait ce combat. Le deuxième article fut publié un mercredi matin. Cette fois, il n'y avait pas d'ambiguïté. Le nom d'Alexandre Delattre apparaissait dès les premières lignes, présenté comme le principal lanceur d'alerte d'un système de détournement de fonds publics, impliquant des élus, des cabinets d'architecture et des entreprises de construction. L'article était documenté, rigoureux, accompagné de copies de documents accablants. Il faisait état de commissions illégales, de chantiers fictifs, de surfacturation et de complicité politique à plusieurs niveaux. Le retentissement fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des personnalités publiques prirent position. Des experts confirmèrent la véracité des documents. Plusieurs figures citées dans l'article nièrent, d'autres gardèrent le silence. Mais le plus important se produisit le jour suivant. Un procureur de la République annonça l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ce n'était qu'un début, mais un signal clair. La machine judiciaire se mettait en marche. Dans le village, la nouvelle fit l'effet d'un séisme discret. Certains voisins qui avaient évité Claire les jours précédents vinrent lui parler, la féliciter ou poser des questions. D'autres restaient à distance, méfiants ou inquiets de voir leur tranquillité troublée par une affaire d'ampleur nationale. Claire ne répondait pas aux questions. Elle restait digne, concentrée, consciente que leur mission n'était pas terminée. Alexandre, lui, sortait à nouveau, non pour se cacher, mais pour montrer qu'il n'avait rien à craindre. Il marchait dans le village, allait au marché, saluait les gens sans arrogance. Certains détournaient le regard, d'autres le fixaient avec admiration. Mais personne ne pouvait plus ignorer qui il était. Une semaine après la parution de l'article, il reçut un appel d'un notaire parisien. Une offre d'achat, provenant d'un groupe étranger, venait d'être déposée pour l'une des propriétés dont il détenait encore légalement la pleine propriété, bien qu'elle fût restée dissimulée derrière une société écran. Le prix proposé dépassait largement les évaluations initiales. Alexandre comprit rapidement. Ses anciens associés tentaient de récupérer discrètement ce qu'ils n'avaient pas réussi à détruire. Il refusa. Puis il contacta un avocat fiscaliste indépendant, fit régulariser la situation et fit réapparaître publiquement l'ensemble de ses actifs immobiliers. Ce geste, simple en apparence, eut un effet domino. En officialisant sa situation, il força ses opposants à sortir de l'ombre. Certains, pris de panique,
tentèrent de transférer des fonds à l'étranger. D'autres supprimèrent des dossiers internes. Mais il était trop tard. Alexandre avait pris de l'avance. Et il n'était plus seul. Avec l'appui de Claire, il avait également commencé un projet discret mais ambitieux. En consultant les archives cadastrales et les actes notariés, il identifia plusieurs terrains en friche autour du village. Certains étaient à vendre, d'autres laissés à l'abandon. Il en acheta 2, sous son propre nom cette fois, avec une partie des fonds rétablis. Il contacta un cabinet d'architectes régional, non lié aux anciens cercles corrompus, et demanda des études de faisabilité pour un projet agro-touristique à taille humaine, respectueux de l'environnement et ouvert à la communauté locale. Claire, d'abord surprise, comprit rapidement que ce projet n'était pas un simple investissement. C'était une forme de réparation, pour lui, pour elle, pour le lieu qui les avait accueillis. Une manière de transformer la lutte en quelque chose de vivant, d'utile, d'ancré dans la réalité. Le plan était simple, créer un petit domaine viticole associé à des chambres d'hôtes, une salle polyvalente pour des ateliers artistiques ou culturels et un jardin communautaire. Pas un complexe luxueux, mais un espace de partage, de travail et de reconstruction. Claire, qui avait grandi dans cette région, connaissait les cycles du sol, les saisons, les attentes des gens. Elle proposa des ajustements, conseilla des artisans de confiance, évalua les coûts. Alexandre la laissa prendre les rênes sur ces aspects. Il savait que ce projet, s'il lui appartenait sur le papier, devait être aussi le sien à elle. Ensemble, ils préparèrent les premiers dossiers de permis, contactèrent des fournisseurs locaux, commencèrent à nettoyer les terrains. Le travail était physique, exigeant, mais il avait un goût de renouveau. Chaque pierre déplacée, chaque arbre taillé, chaque clôture réparée leur rappelait que la terre, elle, ne mentait pas. Dans la maison, l'atmosphère avait changé. Ils ne vivaient pas comme un couple, mais une complicité évidente s'était installée. Ils partageaient les repas, les décisions, les silences. Il n'y avait ni promesse ni déclaration, mais une confiance profonde. Claire se rendait compte qu'elle n'avait plus besoin de se protéger derrière une carapace. Elle agissait, décidait, riait même parfois. Alexandre, de son côté, avait cessé de fuir. Il bâtissait. Et cela, pour lui, valait toutes les victoires judiciaires. Un soir, alors qu'il revenait d'une journée de travail sur le terrain, les vêtements couverts de poussière, les mains crevassées, Claire s'arrêta au milieu du chemin et regarda la maison au loin. « Tu crois que tout ça tiendra ?» Alexandre s'arrêta à son tour, contempla l'horizon, puis répondit sans hésiter. « Ce qui est bâti sur la vérité tient toujours. » Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se permit d'y croire, non comme une promesse aveugle, mais comme un choix conscient, celui de rester, de construire et de ne plus jamais subir. Les mois qui suivirent furent à la fois denses et sereins. Il n'y eut pas de miracle, pas de grands bouleversements spectaculaires, mais une succession de gestes concrets, de décisions prises dans le calme, de journées pleines, de nuits plus douces. La maison de Claire, autrefois marquée par l'usure, l'isolement et le poids des souvenirs, s'était transformée petit à petit, non en un château, mais en un espace vivant, fonctionnel, chaleureux. Rien de luxueux, rien d'ostentatoire, juste une continuité du quotidien, ancrée dans la terre, dans le travail bien fait, dans l'attention portée aux détails. Alexandre avait tenu sa promesse. Il avait investi dans la région discrètement à travers une structure légale montée avec l'aide d'un avocat de confiance. Les travaux sur les terrains achetés autour du village avaient commencé sans tapage. Des artisans locaux, des ouvriers discrets, des matériaux choisis pour leur durabilité. Le projet de domaine viticole prenait forme, étape par étape, avec la patience de ceux qui savent que rien de solide ne se construit dans la précipitation. Claire supervisait tout. Elle connaissait les contraintes climatiques, les habitudes du sol, les pièges administratifs. Elle choisissait les plans, sélectionnait les outils, négociait avec les fournisseurs. La maison, elle aussi, avait évolué. Sans perdre son âme, elle avait gagné en lumière, en confort. Une véranda avait été ajoutée, orientée vers le sud, où l'on pouvait désormais prendre le petit déjeuner même en hiver. L'ancien bureau de Marc avait été transformé en salle de lecture et de travail. La grange attenante servait d'espace de stockage pour les premiers équipements agricoles. Et surtout, la malle d'Alexandre n'était plus posée à côté du feu, toujours prête à être emportée. Elle avait été rangée au fond d'un placard, comme un objet du passé que l'on respecte mais que l'on n'ouvre plus. Le dossier judiciaire avait suivi son cours.
Après la médiatisation du scandale, les autorités avaient procédé à plusieurs perquisitions. Des enquêtes plus vastes avaient été lancées et des convocations officielles adressées à des dirigeants, à des élus, à des entrepreneurs. Alexandre, désormais reconnu comme le principal lanceur d'alerte dans l'affaire, avait été entendu à plusieurs reprises. Ses déclarations, appuyées par des preuves solides, avaient renforcé les procédures en cours. Il n'attendait plus de reconnaissance publique, encore moins de réhabilitation dans les cercles qu'il avait quittés. Il voulait simplement que les choses avancent, que la vérité sorte, et que la mémoire de son père, celui qui avait cru en l'architecture comme forme d'art et de transmission, soit respectée. Un matin d'automne, alors que les premières feuilles mortes tombèrent sur le sentier menant à la maison, Claire reçut une lettre recommandée. C'était une décision officielle du tribunal. Alexandre était blanchi des accusations qui avaient pesé sur lui. Les documents falsifiés utilisés pour le discréditer avaient été identifiés, les auteurs dévoilés. Le nom Delattre pouvait être lavé. Alexandre lut la lettre sans émotion apparente. Il la plia, la rangea dans un tiroir, puis alla couper du bois, comme tous les matins. Pour lui, le combat ne se résumait pas à une victoire administrative. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'il faisait de ses jours ici avec Claire, avec ce qu'ils construisaient ensemble. Le domaine viticole fut baptisé simplement Les Pierres Claires, en hommage à la terre, mais aussi à elle. Pas de discours, pas d'inauguration. Seulement une première récolte, modeste mais prometteuse, vendangée à la main avec l'aide de quelques voisins. Des grappes mûries lentement, sans produits chimiques, dans un sol qu'ils avaient appris à respecter. Le vin serait mis en bouteille quelques mois plus tard, sans prétention, mais avec fierté. Dans la maison, la vie suivait un rythme simple. Claire continuait de cuisiner, de lire, d'entretenir le potager. Alexandre, entre deux réunions avec les notaires ou les ingénieurs agronomes, réparait les outils, ajustait les clôtures, plantait des arbres fruitiers. Les soirées se terminaient souvent en silence. Près du feu, chacun plongé dans un livre ou dans ses pensées. Il n'y avait pas de promesses formulées, pas d'étiquettes posées sur leurs relations, mais tout dans leurs gestes, dans leurs regards, dans leur présence l'un à l'autre, disait ce qu'il y avait à dire. La maison n'était plus seulement celle de Claire, elle n'était pas non plus officiellement celle d'Alexandre. Elle était devenue un lieu commun, un espace de mémoire et d'avenir. Les douleurs du passé n'avaient pas disparu, mais elles avaient cessé d'être des blessures ouvertes. Elles étaient devenues des fondations, des repères, des balises. Un dimanche matin, alors qu'ils marchaient lentement entre les rangées de vignes, un voisin les salua au loin. « Ça avance bien, vos terres. On sent que vous allez rester longtemps. » Claire sourit, regarda Alexandre et répondit simplement « C'est l'idée. » Aucun d'eux ne s'était installé là pour recommencer une vie parfaite. Ils avaient seulement accepté de continuer, de faire avec ce qu'ils étaient, avec leurs erreurs, leurs pertes, leurs résistances. Et dans ce choix simple, presque banal, résidait toute la force de leur histoire. La tempête qui les avait réunis n'avait pas apporté de miracle. Elle avait simplement créé une faille dans leur trajectoire respective, une brèche dans laquelle chacun avait pu s'infiltrer pour respirer à nouveau. Et dans cette brèche, ils avaient bâti, pierre après pierre, sans bruit, sans spectacle, un nouveau foyer. Pas une maison au sens administratif, un vrai foyer, où l'on pouvait se tenir debout, vieillir, se taire sans gêne, partager sans peur, et ceux qui passaient par là, les voisins, les amis, les curieux, comprenaient sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. La maison de pierre de Claire Moreau était devenue, contre toute attente, le point d'ancrage d'un homme qui avait tout perdu et tout recommencé. Non pas dans un autre monde, mais ici, là où la vérité, enfin, avait pris racine.